Il était habité par un esprit maléfique, peut-être même par plusieurs esprits. Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Maurice Thériault est né en 1955 au Canada, dans une famille d'agriculteurs francophones. Il est le dernier né d'Emelda et Maxime Thériault, et alors qu'il est encore très jeune, ses parents décident de s'installer aux États-Unis. Les parents décident là-bas de garder leur statut d'agriculteur et Maurice Thériault n'a pas la chance d'aller à l'école. Son père a préféré le retirer pour que Maurice puisse l'aider à travailler dans les champs. Maurice a alors 8 ans. Et c'est d'ailleurs un jour où il a aidé son père à la ferme qu'il va vivre un jour traumatisant. Il aurait surpris son père en train de copuler avec un animal. Sauf que son père est violent et lorsqu'il réalise que son fils l'a surpris, il l'aurait forcé à faire la même chose. D'ailleurs, selon les dires, le père de famille était d'une telle violence avec son fils que Maurice lui aurait dit « Je préfère travailler pour le diable plutôt que pour toi ». Cette fameuse phrase serait pour certains le déclencheur de tous les problèmes qu'il aura par la suite. Le jour de ses 21 ans, Maurice décide de fuguer. Il est alors majeur et nous sommes en 1956. Il part alors pour le Connecticut et trouve ainsi quelques boulots à droite à gauche. C'est là qu'il fait la rencontre de Patricia, qui deviendra sa première femme. C'est elle d'ailleurs qui deviendra la première personne à observer des comportements plutôt étranges chez Maurice. Elle dira d'ailleurs qu'il rentrait parfois dans des moments de transe où il tremblait et se raidissait complètement. Selon certains témoignages, Patricia aurait vu le crucifix au-dessus de leur lit commencer à saigner lors d'une crise de son mari. D'autres personnes qui le côtoyaient à l'époque auraient signalé sa présence à plusieurs endroits en même temps. Du fait de ses nombreux états de transe et de ses phénomènes paranormaux à répétition, Patricia décide de quitter Maurice. Et c'est quelques années plus tard que Maurice fera la rencontre de Tina, qui elle aussi va vivre des expériences plutôt bizarres. Notamment une qu'elle se rappellera toute sa vie. Alors qu'ils sont en voiture, Maurice a une de ses fameuses crises. Il lâche le volant tout en se tétanisant. Et Tina racontera plus tard qu'elle avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un avait pris le contrôle de la voiture. Mais heureusement pour les deux, Maurice est sorti de son état de transe et a réussi à reprendre le contrôle de son véhicule. Et c'est à la suite de cet événement que Tina mettra fin à leur relation. C'est en 1979, à l'âge de 44 ans, que Maurice rencontrera celle qui deviendra la dernière femme de sa vie, Nancy. Ils se mettent ensemble et s'installent dans un petit village appelé Wackley. Ils donnent naissance à de beaux enfants. Il faut savoir que de base, hormis ses crises, Maurice est un très bon père de famille, affectueux, apprécié de tous ses voisins. Mais hors de ça... J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1982, Maurice apprend un événement qui va bouleverser sa vie, le décès de ses parents. Maxime Thériault, son père, a abattu sa femme d'un coup de fusil avant de retourner le fusil contre lui-même. Après cet événement, ses crises s'intensifient, à un tel point qu'il décide d'aller se rendre à un commissariat pour dénoncer ses comportements anormaux. Malheureusement, les agents le renvoient chez lui en le traitant de fou. Alors Nancy insiste pour qu'il aille voir un prêtre catholique. Après consultation de ces derniers, sans aboutissement, il décide de contacter Ed et Lorraine Warren. Nous sommes donc en 1985 et le couple Warren décide de prendre en charge le cas Thériault. Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle.
Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Finalement, le couple Warren prenne une décision. Ils appellent un prêtre qu'ils connaissent bien et ils vont pratiquer sur lui un exorcisme qui s'appelle le rituel du démon. À partir de là, les images que vous allez voir sont très perturbantes. Il s'agit d'une vidéo d'un exorcisme comme vous n'en avez jamais vu. D'ailleurs, aucun exorcisme de ce genre n'a jamais été filmé. Lors de ce rituel, vous allez voir sa peau rentrer en ébullition, son visage se fissurer, ses yeux se révulser. Alors si tu as le cœur sensible, je te conseille fortement de ne pas regarder ces images. Maurice, you feel anything inside you? Maurice? Maurice is a spirit. This is Mammon Throne. Spirit of the Monday. Who's that? Who? Clay. Who's that Mammon Throne? Following
Selon le couple Warren, la séance aurait fonctionné, du moins quelques années. Selon Nancy, Maurice aurait vécu quelques années de façon normale, sans crise et sans événement paranormal. Soit 7 ans après le dernier exorcisme, Nancy rappelle les Warren pour leur annoncer que la possession a repris. Maurice redevient menaçant et du sang lui coule une nouvelle fois des yeux. Les Warren ne pouvant pas immédiatement se rendre sur place, Nancy appelle la police pour leur demander un mandat d'éloignement après une énième dispute. Mais peu de temps après cette procédure, tout bascule. Un soir, Maurice décide d'appeler sa fille Melinda pour lui demander pardon, ce qui lui parut assez étrange. D'ailleurs, elle dira qu'il était inhabituellement affectueux. Peu de temps après le départ de son père, Melinda appelle sa sœur Maureen pour lui faire part de ses inquiétudes. Après ce comportement bizarre, les deux filles ont décidé d'aller vérifier si leur père respectait bien le mandat d'éloignement. Elles se rendent donc au domicile familial et à première vue, rien de suspect. Elles décident de rentrer dans la maison et un bruit suspect les attire vers le sous-sol. Leur père remonte alors avec un fusil à la main et le pointe sur elle. Se rendant compte de la portée de son geste, il se met alors à baisser son arme. Alors une l'amène s'asseoir pour discuter et l'autre tente d'appeler la police. Mais il n'y a aucun signal téléphonique. Donc Maurice a dû couper la ligne avant d'aller se cacher. Je rappelle qu'à cette époque-là, on est en 1992 et que les téléphones portables sont très loin d'être démocratisés. Bref, alors que les filles sont en train de parler à leur père pour le convaincre de ne rien faire de mal, la voiture de Nancy se gare dans l'allée, mettant Maurice dans un état second. Et quand la mère de famille entre dans la maison, elle se retrouve face à Maurice et son canon de fusil. Celle-ci lui a ordonné de partir, il a refusé, il lui donne un coup de crosse sur la tête. Pris de panique, elle part en courant et c'est alors qu'il lui tire dessus. Par chance, il lui atteint seulement le bras et c'est là qu'il la traîne et l'emmène à côté de ses filles. D'après le témoignage des filles, il se serait alors ressaisi, leur a dit qu'il les aimait, s'être retourné vers Nancy et lui avoir dit de toujours se rappeler de ce moment. Maurice place alors le canon du fusil dans sa bouche et appuie sur la détente. La grande question qui demeure aujourd'hui, est-ce que Maurice a été réellement possédé par le diable, par une entité, ou était-il simplement atteint d'un trouble psychologique que personne n'a réussi à expliquer ou à diagnostiquer? Comment, aujourd'hui, peut-on expliquer ces phénomènes paranormaux qui se passaient autour de lui? Il faut savoir qu'un film est sorti concernant son histoire, ça s'appelle Conjuring. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le regarder. J'ai trouvé cette histoire extrêmement passionnante, c'est pour ça que j'ai tenu à vous la raconter. Je te laisse maintenant me donner ton avis, ta conclusion en commentaire, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.